11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Et Vandel. bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise au sommaire de votre journal des médias. Les suites de l'affaire Mediapart qui est interdit de publier un article par la justice. On parle aussi dans ce journal des rapports des jeunes aux médias et à l'information. Quels médias privilégient-ils pour s'informer ? À quels médias font-ils le plus confiance ? Et ne sont pas forcément les mêmes. Et puis quels sujets voudraient-ils voir davantage traités ? On parle de tout ça. Des nouveautés aussi dans les règles de l'Eurovision. Et puis en fin de journal, 3 infos télé sur des programmes bientôt diffusés. 3 mots-clés, Starac, livres et Noël. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à part le foot. Énorme surprise, c'est Arte qui est en tête. Non, pas J'y du croirais tout. pas. Évidemment que c'est TF1 avec son match France-Australie. 12 530 000 Wow. téléspectateurs hier soir devant la une. 48,1% de part d'audience. Alors, en nombre de téléspectateurs, c'est à peu près similaire au premier match des Bleus aussi en 2018, sauf que c'était un dimanche midi, mais c'était aussi contre l'Australie. Voilà, c'est à peu près le même nombre. À noter que donc il y a eu le MAG ensuite qui débriefait le match, puis le Late Show d'Alain Chabat, je vous le donne dans la foulée, ça augmente par rapport à lundi, 1 560 000 téléspectateurs. C'est pas non plus énorme quand on a 13 millions de personnes quasiment en première partie de soirée. Deuxième, c'est France 3 qui proposait une rediffusion. Toutes les chaînes hier proposaient des rediffusions. Avis de tempête, 2 890 000 téléspectateurs devant le film, 12,5% de part d'audience. Et puis troisième, évidemment, encore une rediffusion et encore un petit score pour France 2, 1 850 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. On fait un point sur les suites de l'affaire Mediapart dont on parlait hier, dont un article de Mediapart a été interdit de publication par la justice. On a appris hier après-midi que Mediapart allait pouvoir tenter de faire annuler cette décision de justice, celle qui lui empêche de publier de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Une audience va se tenir dans 2 jours, ce sera donc vendredi à 14h au tribunal judiciaire de Paris. C'est un espoir pour le site d'investigation qui est vent debout contre cette décision de justice qui a été prise vendredi dernier. Le site dénonce une censure préalable du jamais vu, disent les journalistes qui n'ont pas pu exposer leurs arguments devant le tribunal. Ils ont simplement vu arriver un huissier à la rédaction qui les a donc informés de l'interdiction de publier l'article. C'est ce que nous expliquait hier l'auteur de l'article, Antoine Rouget dans Culture Média. Nous, on n'a aucune difficulté à répondre de nos enquêtes, y compris devant les tribunaux. Ça nous arrive très souvent. On estime que c'est une responsabilité qu'on a quand on publie des articles. Ensuite, de défendre la qualité de notre travail. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On n'a même pas eu la possibilité de se défendre, de faire valoir nos arguments. On n'a même pas été informé. On a été seulement informé de l'injonction qui nous est faite de ne pas publier. On n'a même pas pu se défendre sur le fond, en sachant que Gaël Perdriau explique que les informations que nous nous apprêtions à publier porterait atteinte à sa vie privée, ce qui n'est évidemment pas le cas. La vie privée de Gaël Perdriau ne nous intéresse pas, ce sont ses pratiques politiques qui nous intéressent et que l'on documente depuis la fin du mois d'août. Et donc être interdit de publication sans avoir pu exposer ses arguments, ce sera une situation qui ne sera peut-être bientôt plus possible, car une proposition de loi a été déposée hier par une sénatrice centriste, Nathalie Goulet. Elle veut en fait compléter la loi sur la liberté de la presse avec une phrase: une publication ne peut être interdite qu'en application d'une décision judiciaire rendue contradictoirement, donc ça veut dire avec la possibilité pour les journalistes d'exposer leurs arguments, de défendre leur travail. Mediapart qui est très soutenu depuis hier par des hommes et femmes politiques, par près d'une quarantaine de sociétés et d'organisations de journalistes aussi, par des avocats, des ONG, et Bruno Donnet reviendra sur ses réactions dans sa chronique à 9h44. On change de sujet, mais là aussi il est question de liberté de la presse. C'est aujourd'hui que se tient l'audience du site d'information Reflet. Oui, une audience devant la cour d'appel de Versailles, car le site a lui aussi eu interdiction de publier tout article qui aurait un lien avec le groupe Altis et son patron Patrick Dereilly, publié à partir d'informations piratées par des hackers, et ça avait été mis à la disposition de tous. Reflet conteste cette décision et a d'ailleurs continué de publier des articles sur son site. Dans l'actualité également, un sondage Ipsos, sondage qui permet d'en savoir un peu plus sur le rapport des jeunes aux médias, avec la réponse à une question: quels sont les médias utilisés par les jeunes pour s'informer ? On apprend que ce sont les chaînes de télévision qui sont plébiscitées par les jeunes entre 16 et 30 ans, pour la moitié d'entre eux. Alors, petite précision, c'est tout format confondu, ça veut dire que ce soit via la télévision, via les applications de ces chaînes traditionnelles ou même les comptes de ces chaînes sur les réseaux sociaux. Viennent ensuite les chaînes d'information en continu, les grands journaux, puis la radio, à égalité avec les comptes d'influenceurs de l'information, donc par exemple le youtubeur Hugo Décrypte. Les médias
exclusivement en ligne suivent ensuite, puis la presse quotidienne régionale et enfin la presse spécialisée, par exemple le sport, l'équipe notamment. Et ça aussi, c'est intéressant. On apprend également dans ce sondage Ipsos le niveau de confiance accordé à ces médias. Oui, c'est intéressant à observer parce qu'il y a des petits paradoxes. Par exemple, c'est la radio qui arrive en tête. Ça veut dire que 61% des jeunes lui font confiance, mais je viens de vous le dire, ça n'est pas le média le plus privilégié par les jeunes. Les grands journaux arrivent devant, les chaînes de télé traditionnelles aussi, et même celles d'information en continu, alors que justement les jeunes leur font beaucoup moins confiance. 61 pour la radio, 39 pour les chaînes d'information en continu. Un type de média se distingue en fait, ce sont encore une fois les chaînes de télé traditionnelles, car elles sont à la fois privilégiées par les jeunes et elles font partie des médias les plus à qui les jeunes font le plus confiance, donc 59% d'entre eux. À noter la différence entre la confiance accordée à une chaîne traditionnelle, c'est-à-dire TF1, France 2, M6, et à une chaîne d'information en continu, donc BFM TV, CNews, LCI. Elle est de 20 points de différence. 59% des jeunes font confiance aux chaînes traditionnelles contre 39 seulement pour les chaînes d'information en continu. Et il est également question dans ce sondage des thèmes que les jeunes voudraient voir davantage traités dans ces médias. Et c'est l'environnement, l'écologie qui arrive en tête devant les sujets sociaux, catégorie qui englobe pourtant plusieurs thématiques, le chômage, pouvoir d'achat, inégalité, mais c'est bien l'écologie qui arrive en premier. Et puis enfin, troisième, c'est le thème de la santé. Un mot de l'Eurovision, le comité d'organisation a annoncé des nouveautés pour 2023. Oui, le vote ne sera plus réservé aux pays qui participent à la compétition. Désormais, le monde entier a le droit de voter par Internet. Mais oui, ça change les règles. Et puis, il y a autre chose qui change. C'est pour les demi-finales. Seul le public choisira désormais les pays qui iront en finale. C'est une grande nouveauté, car depuis 13 ans, c'est une décision qui revenait au public et à des jurys de professionnels de l'industrie musicale. Bon, pour la finale, ça ne change pas. L'avis des jurys restera pris en compte pour désigner le gagnant. Il faut quand même y voir une réponse à une polémique lors de la dernière édition. Pour les demi-finales, les jurys de certains pays avaient été soupçonnés de s'être accordés plus de points pour pouvoir aller en finale. Mais ça veut dire que c'est terminé. Espagne, 3 points. Non, ça c'est pour la finale. Ça ne change pas pour la finale. En fait, la France est automatiquement qualifiée pour la finale, il faut savoir, parce qu'on fait partie des pays qui contribuent le plus. Donc on paye, on va en finale. Ça se passe comme ça. Et les autres pays doivent passer par des demi-finales. Et c'est pour ces demi-finales que la règle change. On termine avec des infos télé. Chaque mardi, les chaînes annoncent les programmes qui seront diffusés 3 semaines plus tard. Qu'avez-vous repéré, Louise ? TF1 va continuer de surfer sur le succès de sa nouvelle saison de la Star Academy, en tout cas tenter de le faire, en proposant un documentaire qui sera diffusé le 10 décembre, donc 2 semaines après la finale. Ce sera à la fois une manière de retracer toute l'aventure, les 6 semaines des candidates et candidats, mais ce n'est pas tout. TF1 promet de filmer les premiers jours de la nouvelle vie du ou de la gagnante de la Star Academy, d'où la diffusion du documentaire 2 semaines après la finale. Deuxième information, Michel Field de retour devant les caméras. Oui, le temps d'une soirée, le directeur de la culture chez France Télévisions, à France Télévisions, va co-animer une émission de France 2, le livre favori des Français. Il sera en duo avec la journaliste Camille Diao, qui travaille pour l'émission C'est ce soir sur France 5. Ce sera un prime durant lequel on va découvrir les 25 livres favoris des Français, dont le livre préféré. Alors pour cela, en fait, l'opération a démarré il y a plusieurs mois. France Télévisions avait déjà fait 2 étapes. Dans un premier temps, il fallait renseigner ses 3 livres préférés sur le site de France Télévisions, sans liste imposée, c'était totalement libre. Puis France Télévisions a regardé quels étaient les ouvrages les plus cités. On est sorti une liste de 50 livres qui ont à nouveau été soumis au vote, ces livres. Et c'est justement le résultat de ce vote qui va être révélé aux téléspectateurs lors de cette soirée qui aura lieu le 15 décembre sur France 2. Le livre de l'année, ou ça peut être Flaubert ou non, Proust, c'est tout genre confondu, toute époque confondue. On nous promet d'ailleurs qu'il y aura tout genre confondu. Donc ça peut être des mangas, des polars, des pièces de théâtre. Il y a un vrai suspense. C'est Oui qui va gagner. Et puis dernière info. Sans doute le livre le plus lu d'ailleurs. Non. Le 12 décembre, je redeviens sérieux, ce sont les retrouvailles à la télévision de 2 acteurs de Desperate Housewives. Terry Hatcher et James Danton, ils jouaient un couple mythique de la série Suzanne et Mike. Ils jouent à nouveau ensemble, mais cette fois dans un téléfilm de Noël. Il n'en fallait pas plus à TF1 pour décider de le diffuser, non pas en début d'après-midi comme les autres, mais en prime un lundi soir. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver quand on veut, pas forcément lundi soir. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Dans un